Bonjour, je suis heureux de retrouver aujourd'hui un confrère que j'ai connu il y a longtemps à Washington, où il était correspondant de RTL pendant de nombreuses années. C'est Jérôme Godefroy, qui a été également journaliste à Europe 1 et même à l'ORTF à ses débuts. Jérôme, vous vous êtes intéressé, vous continuez à vous intéresser au nucléaire, et ça tombe bien justement, notre invitation, c'est dans l'air du temps. Regardons, ce matin, il y a la couverture de l'Obs, la revanche du nucléaire. Donc, les ça, choses... Cher Bernard, c'est assez étonnant. Ça prouve qu'il y a un changement, parce qu'un grand hebdomadaire de gauche qui fait sa couverture avec un dossier très complet sur la revanche du nucléaire, il se passe quelque chose en France et il se passe quelque chose dans le monde autour du nucléaire. Alors justement, c'est ce que je voudrais que vous nous expliquiez, que nous en parlions aujourd'hui. Nous avons tout le temps pour le faire. Comment expliquez-vous ce retour du nucléaire alors qu'après Fukushima, les Allemands ont arrêté le nucléaire, ils ont arrêté immédiatement alors qu'il n'était pas menacé par un raz-de-marée. D'autres pays ont fait de même. Et comment expliquez-vous ce retour ? Alors, ce retournement, il n'est pas encore complètement opéré, parce qu'il y a encore des réticences, il y a encore des objections et même des oppositions farouches contre le nucléaire, mais l'opinion publique s'interroge de plus en plus sur l'énergie, parce que l'énergie, ça conditionne énormément de choses. Ça conditionne l'économie, l'environnement, l'emploi. Enfin bon, les pays qui vont s'en sortir et qui s'en sortent, ce sont ceux qui maîtrisent l'énergie. Et on parle beaucoup d'environnement, à juste titre, et on se demande comment développer une économie, comment faire rouler des voitures, comment faire circuler des trains, etc., avec quelle énergie ? Alors, on a en France, et ça c'est une chance historique assez extraordinaire, c'est que le général de Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 1958, crée il crée même ça juste après-guerre, le commissariat à l'énergie atomique, qui est d'ailleurs dirigé à l'époque par des communistes, d'où actuellement en France le côté positif des communistes à l'égard du nucléaire. C'est un fait historique. Mais donc, le général de Gaulle, toujours soucieux de l'indépendance, dit il faut que la France ait sa propre énergie et faisons du nucléaire. Bon. Et nous sommes les héritiers de cette décision politique majeure qui a été mise en œuvre plus tard par Pompidou et par Giscard d'Estaing. C'est les années 70, c'est le déploiement assez spectaculaire du nucléaire en France. Pour un pays de notre taille, c'est assez unique. Les États-Unis nous dépassent en termes de nombre de centrales et de puissance déployée, mais pour un pays comme la France, 67% de l'électricité... Oui, par rapport au nombre d'habitants... 67% de notre électricité est d'origine nucléaire. Donc ça, c'est les bases historiques. Alors, il y a eu plein, parce qu'on est français, et on râle, et on proteste, et c'est normal, c'est une démocratie. Il y a eu plein d'aléas dans l'aventure nucléaire en France. Dans les années 70, c'était même très bien accepté. Ensuite, il y a eu des protestations, les écologistes, et puis il y a eu les événements très très graves. Il y a eu Tchernobyl et Fukushima. Et donc, le nucléaire, avec ces deux événements majeurs, a eu d'un seul coup une image épouvantable. C'était le danger. Et puis maintenant, on regarde ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire le mélange des différentes sources d'énergie, et on se dit que finalement, comment on va le faire, ce bouquet énergétique ? Avec quelle source d'énergie ? Alors, actuellement, en France, on est en pointe et on a une électricité très bas carbone, grâce au nucléaire. Mais alors, maintenant, les centrales vieillissent. Est-ce qu'on va les remplacer ou pas ? Mais l'idée fait son chemin dans l'opinion que le nucléaire redevient une solution. Alors on va juste faire une petite pause pour revenir sur les deux événements que vous avez mentionnés, Tchernobyl et Fukushima. On pourrait quand même penser que quelqu'un qui est rationnel,
qui examine ces deux incidents, enfin ces deux accidents très graves, pourrait quand même comprendre que ça n'a absolument rien à voir avec la situation globale du système des centrales nucléaires. Parce que dans le premier cas, il s'agit d'une grave erreur humaine, et dans le deuxième, c'est un raz-de-marée, absolument, tsunami gigantesque. Donc, qui, ni l'un ni l'autre ne risque d'arriver en France. Moi je pense, je pense, je ne suis pas le seul à le dire, que Tchernobyl, ce n'est pas une catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe soviétique. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte de l'URSS finissante à ce moment-là. La centrale de Tchernobyl, enfin, le réacteur qui a explosé est tout neuf, pratiquement. Il a été mis en service très peu de temps avant. Il faut faire les derniers réglages. La bureaucratie soviétique réclame qu'on fasse des papiers, des essais, etc. Il y a une pression politique, il y a le directeur de la centrale qui dit il faut le faire maintenant, et on est dans l'URSS, on le fait, et on le fait au pire moment, au moment où il y a une grosse demande de consommation d'électricité dans cette région, et tout foire, quoi. C'est épouvantable. Donc la catastrophe de Tchernobyl, c'est ça, c'est un concours de circonstances, mais le réacteur aggravé par... parce qu'on a poussé à fond pour faire les essais ce réacteur-là, et il a explosé. C'est une explosion avec une technologie qui n'a rien à voir avec les technologies qu'on utilise ailleurs, aux États-Unis, en France. Tchernobyl, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas l'enceinte de confinement à Tchernobyl. C'est un toit en tôle. Donc c'était prévu comme ça, parce que la technologie... Mais n'empêche que quand ça explose, on a vu les conséquences. Alors, quant à Fukushima, c'est tout à fait autre chose. Alors là, il y a 0 mort du nucléaire à Fukushima. 0. Tous les morts, c'est le tsunami, qui est une catastrophe naturelle. Le tsunami, c'est un tremblement de terre qui soulève la mer. Et ensuite, les autres morts, c'est les gens qui sont évacués dans la précipitation. Mais alors... Effectivement, le fait que cette centrale soit au bord de la mer, dans une zone sismique, une zone à tsunami, c'est un problème. C'est un problème majeur auquel les Japonais n'avaient pas réfléchi ou s'en étaient pas préoccupés. Donc, mais quand on regarde par exemple la France, moi je connais essentiellement le parc nucléaire français, le système nucléaire français. En France, on a la chance d'avoir 56 réacteurs, 58 avant à la fermeture de Fessenheim, 56 réacteurs qui sont tous de la même technologie. Donc il y a des expériences, l'incident qui arrive dans une centrale, il sert à toutes les autres. En plus, il y a une autorité de sûreté nucléaire qui est extrêmement intransigeante, qui est une autorité indépendante. Moi, je dis souvent que s'il y a une poubelle renversée sur le parking d'une centrale, l'ASN intervient. Ils sont épouvantables. Et tous les directeurs de centrales ne disent pas ça comme ça, mais ils sont... Il faut faire très très attention. Et donc, c'est un contrôle énorme, ce qui n'est pas le cas au Japon. Au Japon, l'autorité de sûreté nucléaire, elle est très faible, elle est diffuse. Et en plus, au Japon, il y a plusieurs exploitants différents avec plusieurs technologies différentes. Donc il y a des grosses différences. Hein, et en France, on a un opérateur public. Donc ça change beaucoup. Aux États-Unis, c'est des opérateurs privés. Il y a aussi des tas de problèmes de ce côté-là. Il y a eu une centrale, 3 Mile Island, qui a connu il y a eu un problème. incident grave qui n'a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de radiation, mais c'était très sérieux, effectivement. Ce qui était surprenant, en ce qui concerne les conséquences de Fukushima, c'est que Mme Merkel, qui est pourtant ingénieure, scientifique, a décidé immédiatement d'arrêter toutes les centrales nucléaires en Allemagne, alors qu'il y a absolument 0 chance pour qu'un tsunami se produise en Allemagne. Ah oui, non, le tsunami en Allemagne, ça me paraît un peu probable. Mais là, historiquement, quand on regarde le parcours d'Angela Merkel, elle était à un moment difficile de sa période politique. Et donc, elle a voulu se concilier les Verts, etc. Ouais. Bon, mais je crois que c'est une erreur de la part d'Angela Merkel. Surtout qu'elle est passée au charbon. Elle est passée au charbon. Ça, c'est mécanique. Mais Angela Merkel était pro-nucléaire.
C'est, comme vous le disiez, c'est une physicienne, elle connaît très très bien comment ça marche une centrale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et de pas mal de politiciens, notamment en France. Donc oui, et alors, conséquence de l'abandon, parce que c'est pas encore tout à fait fermé, il y a encore des centrales qui fonctionnent en Allemagne, centrales nucléaires. Mais quand on supprime les centrales nucléaires, il faut les remplacer par autre chose. Et le remplacement ne se fait pas du jour au lendemain. Et alors, les énergies renouvelables, ça se met difficilement en place. Et alors, il y a une autre chose que j'ai apprise, c'est que quand on change les lieux de production d'électricité, il faut aussi changer tout le réseau haute tension. En Allemagne, par exemple, le gros de la consommation se fait dans le sud du pays. Mais la production d'éolien, les énergies renouvelables, c'est dans le nord. Oui, la mer du Nord. Donc il faut construire des lignes à haute tension du nord vers le sud qui n'existaient pas. Donc ça prend un temps fou et ça coûte de l'argent. Et sur le plan écologique, ça n'est pas neutre non plus. Même chose pour les éoliennes. Hein, et alors, le charbon, effectivement, c'est en attendant que tout ce système des renouvelables se mette en place, on redémarre au charbon et à la lignite, et ce qui fait que l'Allemagne dégage 2 fois plus de CO2 que la France. Ouais. Tout ça, en fait, toutes ces préoccupations viennent effectivement de l'augmentation de la température moyenne dans le monde et de la volonté des hommes de mettre fin à cette augmentation, à ce changement du climat. Donc, il faut considérer les choses globalement. Mais je voudrais quand même faire un petit arrêt sur la question des réacteurs et de leur système. Par exemple, les constructions de réacteurs modernes, genre ITER, qui traînent en longueur, qui, dans certains pays, le coût de la construction... EPR, vous voulez dire ? Oui, EPR. Ouais. On double, pratiquement doublé. Comment expliquez-vous, alors que l'industrie nucléaire française et même dans d'autres pays se porte bien, qu'on réussisse à construire ce genre de nouveaux réacteurs en Chine, et en France, ça continue à traîner, à tarder. Il y a quand même un problème, drôle de problème. Je connais bien la question de Flamanville. Oui, Flamanville. Flamanville, c'est dans le Cotentin, c'est une superbe région, c'est en Normandie. C'est un petit village. Et alors, Flamanville, il y avait déjà 2 réacteurs ancienne génération. Et on construit un 3e à côté qui est le fameux EPR. L'EPR, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près la même technologie, c'est ce qu'on appelle de l'eau pressurisée, qui est la technique française. Et on a développé l'EPR sur la base de l'eau pressurisée, en plus grand, en plus sûr, mais il y a eu des tas de problèmes dès le départ, des problèmes qui n'ont rien à voir avec le nucléaire. Il y a eu des problèmes de béton, tout simplement, des problèmes de construction au départ. Ça a pris un retard fou, et donc, effectivement, pour l'image du nucléaire, c'est un peu négatif, c'est un peu catastrophique, parce qu'on se dit ça coûte très cher, ça prend beaucoup de retard, mais les Chinois l'ont fait, et ce sont les mêmes. Donc ça, c'est un coup de malchance, quoi. Je dirais que c'est un concours de circonstances qui fait que Flamanville, c'est la guigne, quoi. Il y a Hinkley Point aussi. Alors Hinkley Point, oui, qui est en construction aussi, mais il y a aussi les... j'ai un trou là. En Scandinavie, c'est les Finlandais. Oui, en Finlande. Ouais. Je vais reprendre. Hein. Ouais. Et il y a aussi les Finlandais. Oui, des retards. Oui, il y a des retards. Mais si vous voulez, c'est aussi tout le problème des débuts de chaînes de fabrication. Hein. Et je pense qu'on va s'orienter, on n'est pas les seuls à le vouloir en France, mais on va s'orienter dans la génération d'après. Parce que l'EPR, c'est la génération 3, la génération 4, ça va être des petites centrales. C'est-à-dire que... c'est ce qu'a annoncé le président Macron. Des petites centrales qu'on va pouvoir fabriquer en série. Ça sera beaucoup plus simple. Ce sera des centrales moins puissantes. Quand vous dites petites, c'est à peu près... ça produit 10 fois moins quand même. En taille, c'est plus petit quand même. C'est beaucoup plus petit. Parce que l'EPR, c'est quand même énorme. Hein. C'est déjà un réacteur classique
comme les 56 qui sont en activité en France, c'est déjà très imposant. Mais le PER, c'est un tiers plus gros, quoi. Donc, Et quel sera l'avantage de ces petites centrales? alors, ces petites centrales, moi, je suis pas un expert de ça, mais c'est qu'elles seront plus, pas mobiles, mais elles seront plus faciles à construire, plus vite construites, et on pourra les mettre dans des endroits où les besoins sont ponctuels, par exemple, dans des îles. Je ne veux pas dire ça pour les Corses, mais si jamais un jour les Corses ont besoin de plus d'électricité, on peut très bien imaginer une petite centrale nucléaire en Corse qui suffira à la consommation de ces départements. Et est-ce qu'on est loin d'une centrale qui fonctionne sur le principe de la fusion? Puisque là, on est à la fission. Oui. Et Ça fait partie des recherches. Mais ça n'est pas pour demain. Non, mais ça fait ça. Ce serait auto-alimenté en énergie. C'est ça, c'est l'avenir. Il y a le problème des déchets. Oui. Il y a deux problèmes dans le nucléaire. Moi, que j'ai rencontré à chaque fois que j'ai travaillé avec les directeurs, avec les ingénieurs. Il y a les déchets et la main-d'œuvre intérimaire, la main-d'œuvre, les sous-traitants. C'est-à-dire que EDF, par exemple, en France, explique qu'ils ont besoin de personnel spécialisé de manière ponctuelle pour faire des réparations, pour faire des révisions, pour remettre le combustible dans les réacteurs. Et ce sont des gens qui tournent dans toute la France. Donc il n'est pas question pour EDF d'avoir du personnel permanent pour ces choses-là. Donc ils emploient beaucoup de sous-traitants. Et la sous-traitance est un problème, quelquefois, de sécurité. De qualité Pas de qualité, mais de sécurité. Il y a aussi les organisations syndicales de ces sous-traitants qui disent on n'est pas aussi bien protégé, on n'est pas aussi bien suivi. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais enfin bon, il y a un problème. Et alors l'autre problème, c'est les déchets. Oui. Les déchets, alors les déchets, est-ce que ça représente combien en tonnes il y a différentes sortes de déchets. Selon les écologistes, on est menacé par un envahissement total. Il y a d'abord énormément de déchets qui cessent d'être radioactifs au bout de quelques années et qui sont entreposés en surface ou légèrement, mais qui ne posent pas de problème. C'est toute l'installation qui se trouve à La Hague, au point du Cotentin, dans le département de la Manche, où là, effectivement, il y a une grosse zone. Et puis après, il y a les problèmes, le problème des déchets très radioactifs, et qui représentent quelques pourcents, je n'ai pas le chiffre exact, mais quelques pourcents, et là c'est la vraie difficulté, mais je crois que depuis les années 60, ça représente 12 mètres cubes. Ah, c'est tout? En déchets très radioactifs. Ouais. C'est rien? Non. Mais effectivement, ils sont très radioactifs, ils sont très dangereux. Donc il faut les mettre quelque part. Ah oui, je voulais les mettre dans ce studio, non, mais c'est pas une bonne idée de construire une maison de campagne à côté. Donc il faut les mettre quelque part. Et donc ça fait partie des recherches qui ont lieu actuellement. Dans l'est de la France, dans un endroit qui s'appelle Bure, on fait une expérimentation de déchets, d'enfouissement des déchets à très grande profondeur. Dans des zones argileuses qui sont en principe pas dans une zone sismique évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un tremblement de terre qui arrive là-dessus. Donc ces recherches sont en cours parce qu'on est en train de beaucoup progresser autour de ça. Dans les années 60, les déchets, qu'est-ce qu'on en faisait? On les mettait sur un bateau, on les mettait dans la mer. On les jetait à la mer? Alors on jetait à la mer, oui. Ah. Et tous les pays faisaient ça, la France aussi. Donc ça, on a évidemment arrêté. Bon, mais il se trouve quand même qu'il y a, au fond des océans, dans les abysses, il y a des fûts contenant des éléments radioactifs très dangereux. On a quand même arrêté de faire ça. Donc, une prise de conscience quand même, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et alors maintenant, c'est ce titre de l'Obs de ce matin qui ramène à ça. Comment est-ce que l'énergie nucléaire, les centrales, cette question va jouer un rôle dans l'élection présidentielle prochaine de mai prochain? Ah oui, parce que je vous disais tout à l'heure que la question énergétique est centrale, parce qu'elle conditionne
l'économie, l'emploi, notre manière de vivre. Je trouve qu'il y a un élément extrêmement intéressant qui a été mis sur la table par RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité, qui est un organisme public en France, qui assure le transport de l'électricité à haute tension à partir des lieux de production jusqu'aux transformateurs. Après, il y a encore la transformation de l'électricité. Mais bon, les grands poteaux, les grandes lignes, c'est RTE. Et RTE est évidemment intéressé au premier chef par le déploiement de l'énergie en France. C'est sur eux que ça retombe, finalement. Et donc, RTE a fait un rapport de 600 pages. Ils ont mis 2 ans à le faire. Ils ont examiné les 6 scénarios possibles. Et un scénario avec 100% de renouvelables. Et le dernier scénario, c'est gradué, mais le dernier scénario, le 6e, c'est 50% de renouvelables et 50% de nucléaire. Voilà. Et c'est ce qui est retenu en général, de manière consensuelle, par la classe politique, à l'exception des Verts. Et donc, il faut réfléchir à comment on va consommer l'énergie dans les années qui viennent. On va consommer beaucoup moins de carbone. C'est-à-dire le charbon, le fioul, le gaz. Bon, voilà. Donc on va essayer de réduire ça beaucoup, et même de le supprimer à terme. Bon. Mais le pendant de cette suppression du carbone, qui est nécessaire, indispensable et urgente, le pendant, c'est qu'il faut davantage d'électricité. Comment on produit cette électricité, c'est la question. Et RTE a consulté tout le monde. Enfin, il y a des quantités de spécialistes, y compris des météorologues. Enfin bon, parce que une éolienne, un panneau solaire, ça peut se mettre pas n'importe où. Bon, il faut un peu calculer tout ça. Et le scénario numéro 1, qui est 100% de renouvelables, coûte plus cher que le dernier scénario avec 50% de nucléaire. Donc c'est un mix entre le renouvelable et le nucléaire qu'il faut faire. Sachant qu'en France, et dans d'autres pays, mais en France, on a une chance formidable qui est l'hydraulique, dont on ne parle jamais. Les barrages. Les barrages, il y a 2 types de barrages. Il y a des barrages en montagne, ceux qu'on connaît, les grandes retenues d'eau, et les barrages au fil de l'eau. Sur les fleuves, sur le Rhin par exemple. Bon. Donc cette hydraulique compte quand même dans notre production d'électricité actuellement 13%. Bon, mais ça on va le garder, et c'est une énergie 100% décarbonée et pilotable. Et pas cher. Et pas cher. Et pilotable, c'est très important, pilotable, parce que oui, on peut l'allumer, l'éteindre, le réduire. Un barrage, ça se met en route assez facilement, quoi. Et de la même manière qu'une centrale nucléaire, d'ailleurs. Bon. Et la centrale, on ne peut pas la monter, la descendre. Si, la centrale nucléaire, si on peut. C'est beaucoup. On ne peut pas sur un bouton, mais enfin, je veux dire, c'est assez modulable quand même. Ce qui n'est pas le cas des éoliennes et du solaire. Est-ce que ça veut dire que les écologistes sont maintenant en porte-à-faux dans cette question ? Oui, complètement. Enfin, certains ne l'admettent pas parce qu'ils restent accrochés à leur dogme anti-nucléaire, et ils nous ressortent les images de Fukushima, de Tchernobyl, et les risques extraordinaires qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de risque. Moi, j'ai toujours été frappé en allant dans les centrales nucléaires de France, de voir les habitants. Bon, ils sont à côté de ça. Bon, comme dans les usines. Il y a des usines qui explosent. On se souvient, il y a 20 ans en France, à ZF, à Toulouse. Bon, voilà. Donc, voilà, on ne fait pas d'industrie sans risque. Bon, mais il faut savoir mesurer ce risque. Pour revenir à votre question sur la politique, je pense que ça va être un débat, ça devrait être un débat fondamental. Et c'est pour ça que c'est intéressant de noter que le président Macron, finalement, a eu le courage. Je ne sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, le flair de se dire ça a changé, je peux me risquer à ça. Il a été un peu obligé de fermer Fessenheim parce que c'était une décision qui était prise par son prédécesseur François Hollande.
Mais je pense que, bon, on va fermer les centrales. On va fermer les centrales de cette génération-là. On va les fermer petit à petit. Bon, elles peuvent encore durer 20, 30 ans, peut-être. Mais il faudra les fermer parce qu'elles seront obsolètes. Oui, les remplacer. Mais il faudra prévoir la suite. Et c'est pour ça que politiquement, c'est intéressant de dire on va faire du nucléaire. On ne va pas faire du nucléaire à 100%, mais on va en faire parce que c'est indispensable. C'est un socle qui accompagne le renouvelable. Le nucléaire n'est pas l'ennemi du renouvelable. Nous allons nous arrêter là, mais nous y reviendrons parce que, comme vous le dites, ce sera un objet de la campagne électorale qui va commencer l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir remis un peu les choses en place dans nos petites têtes en ce qui concerne le rôle de l'énergie nucléaire en France. Merci beaucoup, Jérôme Godefroy, et donc à bientôt, et à bientôt également, vous, chers téléspectateurs.